très récemment, par exemple, j'ai eu une interaction avec un homme dans la rue, avec des amis, où il a essayé de venir attraper, et c'est exactement là-dessus, en général, qu'on se fait critiquer, qu'on se fait attaquer. Et c'est là où ça devient impossible d'exister. Salut à tous et à toutes, c'est Océane et bienvenue dans mon podcast Occitan. Très bizarre de faire l'introduction en français, voilà, je tiens à le dire. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un épisode très spécial déjà parce que je parle en français et de deux parce que nous avons ici présente Lille. Laisse-moi, du coup tu peux te présenter histoire qu'on puisse savoir qui tu es. Bien sûr, donc moi c'est Lille. Jusque-là tout va bien, donc je suis comédienne, chanteuse. Voilà, c'est Oui. déjà pas mal. Oui. Et voilà, et très chère amie. Et oui, très chère amie en effet. C'était très faux. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est de la femme forte à la femme libre. Un sujet qui a été demandé par Lille. Tout à fait. Et que je valide absolument. Ouais, oui. Et absolument. Parce qu'on n'aura pas fini de parler de ça. Mais aujourd'hui, justement, c'est le sujet. Commençons. Je vais te poser une première question, déjà. C'est, pour toi, qu'est-ce qu'une femme dans notre société patriarcale ? Déjà, sacrée question. Sacrée question. Je voulais aborder ce sujet parce que justement, je trouve que c'est ample et c'est important qu'on en parle parce que je trouve qu'on a donc ce gros stéréotype de la femme forte ou la femme faible. Ouais. On en a souvent parlé comme la proie ou le prédateur. Et du coup, je voulais je me disais c'est une bonne occasion pour qu'on sorte un petit peu de tout ça et qu'on déconstruise par le vécu des femmes directement. On en parle nous. Et c'est ce qu'on va faire. Être une femme dans notre société patriarcale, c'est vraiment se retrouver à une place de non-sécurité permanente. Soit sécurité, certes, psychologique, morale, mais aussi tout simplement physique. Ouais. Et donc, ça va avec une charge mentale permanente de comment je fais en sorte d'être en sécurité. C'est-à-dire, je vais commencer par là pour parler de comment on en arrive à ces stéréotypes-là de femmes. C'est que du coup, dès le plus jeune âge, on nous met dans une condition de pas attirer l'attention, parce que sinon, ça vient de nous. C'est à nous de pas attirer l'attention d'eux. C'est à nous de savoir que si l'oncle bizarre à Noël il te parle, tu rejoins maman. C'est pas à l'oncle bizarre qu'on va dire quelque chose. Voilà. Et donc déjà, ça commence déjà dans ces petites choses-là. Oui, on apprend à la petite fille d'être la petite fille parfaite, ne pas trop parler, ne pas parler fort, pas rigoler trop fort, ne pas prendre place en quelque sorte. Ne pas prendre place, ne pas salir. On peut pas aller jouer dans la boue et avoir des vêtements comme on veut. Il faut qu'on soit jolie, mais il faut pas qu'on attire trop le regard. Dès toute petite. On apprend dès toute petite aussi à avoir ce statut maternel aussi, en donnant à la petite fille des poupées justement. Et on dit justement non, faut pas jouer avec des petites voitures, ça c'est pour les garçons, non, faut jouer avec les poupées, que tu les habilles, que t'apprends à faire la maman, etc. C'est bête, mais ça amène justement ça enrichit ce côté patriarcal qu'on donne à ces petites filles, justement dès leur jeune âge. Le cœur de ce genre de problème-là, c'est qu'on est face à des situations qu'on va dire systémiques. C'est-à-dire que c'est cette chose, plus cette petite chose, plus cette petite chose, faites de manière globale sur quand même beaucoup de différentes cultures, qui font qu'on a un problème systémique, que les femmes se retrouvent à certaines places, ou en tout cas se retrouvent coincées dans certaines cases. Parce que le problème n'est pas de donner une poupée à sa fille. Le problème, c'est pourquoi je donne la poupée à ma fille. C'est ça. Et est-ce que je lui donne autre chose ? Est-ce qu'elle a le choix ? Est-ce qu'elle a la liberté ? Et après, ça, dans la vie d'adulte, ça se transforme en charge mentale. On nous a inculqué, et moi la première, même si en ayant des parents absolument pas dans cette dynamique-là, mais il y a tout le reste de la société qui pèse bien lourd, on nous a inculqué que je devais faire attention à ma sécurité et que j'étais une proie. Oui. Ça, moi, je l'ai senti très très fort. Ne serait-ce que
ma maman qui me disait quand j'étais petite, si t'as un problème dans la rue, ou quand je suis pas là, tu vas chercher une maman avec des enfants. Ce qui veut dire, t'enregistres ça comme que les femmes, je peux faire confiance qu'aux femmes, et c'est les femmes qui sont en charge des choses. Donc on en parlera tout à l'heure sur une citation, justement, où c'est les femmes qui se retrouvent en charge des situations de crise la plupart du temps. Maintenant, pour décrire une journée simple, type, pas une journée où on va en festival à faire je sais pas quoi, alors qu'il fait 40 degrés en petite tenue. Une journée à Paris, en plein hiver, simple, basique. On se lève le matin, on va se poser des questions sur si je me maquille aujourd'hui et que, par exemple, je fais du sport. S'il coule, qu'est-ce qu'on va penser ? Elle n'a pas fait d'effort. Si je viens pas maquiller, ça veut dire qu'on est négligé. On est négligé. Si je viens trop maquiller, bah la meuf elle se prend pour qui ? Alors qu'elle va faire du sport, ouais. Donc voilà, ça à la rigueur, bon, ça c'est plus la pression morale. Mais après il faut s'habiller. Typiquement, pour une journée normale, on va se dire, si je m'habille comme ça, c'est peut-être dangereux. Oui. Mais si je m'habille pas assez bien, les gens vont dire qu'on est coincé. On est coincé, on prend pas soin de nous, on n'est pas des vraies femmes parce qu'on n'a pas mis l'effort. Parce que être une femme, honnêtement, ça veut dire donner. Oui. C'est faire l'effort pour les autres. Sur moi et pour l'autre. À peu près tout le temps. C'est très difficile pour moi, je trouve, de faire vraiment comprendre ce que ça veut dire la non-sécurité dans la rue. Et très récemment, par exemple, j'ai eu une interaction avec un homme dans la rue avec des amis où il a essayé de venir attraper les fesses d'une amie à moi quand on lui a dit non, personne ne fait ça déjà dans la vraie vie. À quel moment c'est une technique de drague? Non. À quel moment il s'est dit je vais lui choper la fesse et là on va se marier? Surtout pas. Voilà, il est allé vers mon autre ami puis encore vers moi et j'ai commencé à mon humble avis, très justement, à être énervée. Et il est devenu agressif. Et pas une personne dans la rue pourtant très utilisée, n'a réagi ou eu un problème avec ce qui se passait. Donc déjà là, donc moi maintenant je suis une adulte un peu plus déconstruite. Mais quand t'es ado et que ça t'arrive, ce que tu retiens de cette situation, c'est pas juste « Oh, il y avait un mec désagréable ». Tu retiens « Il s'est passé quelque chose, je me suis pas sentie bien ». Mais personne ne réagit. Personne. Si personne ne réagit, ce qu'on se dit, c'est mon émotion de pas me sentir bien, elle doit être illégitime. Parce que tout le monde a l'air de trouver ça normal. Donc, on apprend à réprimer ce sentiment de pas se sentir bien. Oui, parce qu'on met souvent la faute... Enfin, on va pas mettre la faute sur l'homme. Je rappelle quand même qu'il y a eu des procès de viol qui ont été conclus comme sans suffisamment de preuves accablantes pour les accusés parce que la victime portait certaines lingeries. Le nombre de cas justement qui c'est comme ça. Ah non, vous avez porté une jupe. Ah, c'était l'été, on s'en fout, fallait pas faire ça. Ou bien c'est parce que c'est une robe. Ou bien tout simplement le nombre de victimes de viol justement où les femmes disent qu'elles avaient tout simplement un t-shirt et un pantalon normal, mais non, on trouve quand même le moyen de dire c'est la tenue. Non, mais non. Même ça encore, il y a eu des procès où ça a été les sous-vêtements. Donc ça n'est même pas visible, même si on voulait donner raison à ce truc qui est faux, qui ne marche pas, disclaimer, de dire c'est la tenue, tu peux pas en parler des sous-vêtements. Ça veut dire que la personne est arrivée jusqu'au moment de déshabiller sa victime et il utilise ce moment-là comme une justification du viol. Il y a eu là d'avant même. Elle voulait pas. Elle voulait le faire puisqu'elle avait telle culotte ou qu'elle portait ou portait pas de soutien-gorge. Ça a vraiment marché. Je crois que c'est en Angleterre. Mais c'est fou que ça a fonctionné parce qu'en fait ils se sont pas dit tiens mais avant d'être déshabillée, elle a pas été forcée justement de le faire. Et moi je me souviens d'un cas comme ça. Je crois que c'était en Angleterre il y a une dizaine d'années que j'avais vu ça sur les réseaux. J'étais donc adolescente. Il y a 10 ans, j'étais encore adolescente. Et je me suis retrouvée à vraiment avoir cette pensée de mais du coup, mais qu'est-ce que je mets dans mes sous-vêtements pour pas être en danger. Et ça, je trouve ça aberrant avec le recul que je me sois posé cette question. Mais je me disais, j'ai mis une culotte comme ci ou comme ça. Si je me fais violer, on va pouvoir dire que j'avais consenti par un sous-vêtement que j'ai mis ce matin en partant de chez moi. Voilà. Donc ça, c'est pour essayer de donner une idée du niveau d'insécurité.
c'est que ça va même jusqu'aux endroits les plus intimes de ce qu'on est. Alors, j'avais lu dans un livre que je mettrai à l'écran de Florence Given, je cite ce qu'elle disait. Elle disait qu'un homme ne saura jamais l'esprit d'une femme avant de sortir par rapport justement à ce fait de comment elle va être aperçue dans la société. Je pense, perso, je la rejoins parce que je me dis, il y a tellement de questions que tu te poses et que parfois quand t'en parles à un homme, il se dit mais pourquoi tu te poses toutes ces questions? Et ben justement, c'est par rapport à tout ça. Ouais. C'est par rapport à cette sensation d'insécurité que si tu mets des talons, tu vas pas pouvoir courir. Mais par contre, si tu mets des baskets avec une robe, on va dire que c'est un peu négligé quand même. C'est tout le temps se poser des questions. Et comme tu disais, c'est compliqué d'expliquer ça à un homme qui n'a jamais vécu ça. Parce qu'en fait, en quelque sorte, il va jamais le comprendre. Non, parce que c'est pas naturel. Oui. Pas naturel d'avoir à faire ça, donc forcément, ça peut pas lui venir instinctivement. D'ailleurs, j'avais une amie à une époque qui m'avait expliqué que adolescente, elle s'était entraînée à marcher en talons de base parce que t'es ado, tu veux savoir faire la belle avec tes talons. Mais après, elle s'est entraînée à courir avec ses talons. C'est-à-dire, si je veux les mettre, j'ai intérêt à pouvoir courir avec. Oh waouh. Voilà. Ok. Ouais. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est je me permets d'inclure petite parenthèse quand on dit les hommes. Ici, moi, je vais parler des hommes. Et attention, ne vous vexez pas, des hommes blancs, hétéros, cis. Non pas parce que vous êtes la pire ordure de l'univers, mais parce que je mets à part les hommes qui ont des discriminations et qui du coup vivent ce genre de choses au quotidien. Les hommes queer vivent au quotidien de comment ils s'habillent, est-ce que ça les met en insécurité dans la vie. Les hommes de couleur vivent au quotidien ce genre d'insécurité dans la rue. Et c'est important juste de préciser que quand on dit les hommes, on a une certaine idée en tête dans ça. Et aussi, je tiens quand même à préciser que quand on dit les hommes, bien évidemment, oui, on a très bien conscience. Not all men, we know. Oui, que c'est pas tous les hommes, qu'en effet, il y a des hommes bons sur cette terre et Dieu merci. Encore heureux. Mais pour avoir déjà eu ce débat avec des hommes, justement, eh ben, il y a une grande majorité qui sont des mauvais hommes, faut le dire. Parce que dans la vie d'une femme, je crois que je n'ai jamais entendu une femme dire que dans son entourage, il y a plus de bons hommes elle a rencontré très peu de mauvais hommes. Enfin, de mauvais hommes, quand je dis mauvais hommes, c'est... problématique. Vous m'avez compris, voilà, problématique. Donc ça, c'est un peu pour essayer de définir, ça veut dire quoi, en fait, être une femme dans la société telle que nous, on la connaît maintenant. Mais du coup, ça inclut qu'on doit se créer une armure. Une carapace. Une carapace. Une armure, ouais. Parce que du coup, on peut pas juste être une proie. Et là vient la notion de la femme forte. Parce que je suis sûre que si n'importe qui se pose la question, il peut dire d'à peu près toutes les femmes qu'ils connaissent, que c'est des femmes fortes. Mais jamais tout à fait de la même façon. Ouais. Chaque femme va chercher son stratagème à elle pour être en sécurité. Il y en a, ça va être par l'intimidation. Il y en a, ça va être beaucoup plus par la séduction, par être un peu invisible, par être parfaite, irréprochable, par être stricte. Par être stricte. Il y a plein de versions. Et là-dessus, j'ai envie de citer le film Barbie. C'est littéralement impossible d'être une femme. Le monologue qui est absolument incroyable. Absolument. Pépite, qui, s'il ne vous a pas marqué en regardant le film ou si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à vous poser avec le texte et à vraiment, vraiment regarder ce qui est écrit. Ouais. Parce que ça résume en fait un peu tout ce qu'on essaye de dire. Et parce que c'est littéralement impossible d'être une femme, dans le sens c'est littéralement impossible d'être une femme en paix dans notre société. On n'a pas la paix. On n'a pas... Voilà. Donc, on se construit cette armure. Et cette armure, pour quelqu'un, on va dire comme moi, ça va être plutôt une armure dure. Plutôt une armure de protection, voire d'attaque. J'en connais plein des femmes qui sont dans l'opposé. Mais c'est aussi une armure. J'en connais qui se font passer pour plus bêtes qu'elles ne sont. Parce que au moins, comme ça, on les sous-estime et du coup, après, elles ont la paix. Et passer aussi un peu par la rigolade. Et passer par la rigolade. Ouais, tout à fait. Le second degré. Ouais, c'est ça.
Parce qu'en plus, si une femme rigole à un truc, on peut pas l'accuser d'être hystérique ou d'être trop investie. En fait, c'est ça, c'est la carapace que va se construire. La carapace, l'armure, c'est la même chose, hein, on se comprend. Que va se construire une femme, ça va vraiment dépendre de. En fait, j'ai l'impression que ça va aussi dépendre de sa personnalité, mais qu'est-ce qu'on va toucher dans sa personnalité? Qu'est-ce qu'elle veut absolument défendre? Ouais. J'ai l'impression que c'est ce truc où, dans sa vie, c'est comme si elle s'est fait beaucoup attaquer sur ça, et du coup, elle va trouver comment renforcer ça, mais en ajoutant quelque chose tout à fait dessus. Si on a une femme qui est souvent, qu'on a souvent vue comme faible, petite, diminuée, et ben en général c'est là-dessus qu'elle va jouer. Cette carapace, c'est qu'elle va faire exprès de se montrer plus simple et faible et machin qu'elle n'est. Et inversement, si c'est quelqu'un à qui on a énormément tapé sur t'es comment dire en français, orsi, très dirigeante, très machin, et ben on va taper là-dedans encore plus fort. Et parce que justement, au moins entre guillemets, comme on disait l'autre jour, il y a souvent ce truc de je me tire une balle avant que tu la tires. Ouais. Si moi-même je dis que je suis moche, que je suis bête, que je suis machin, t'as plus de balles. J'ai déjà tiré. Et ben c'est un peu ça la carapace de la femme forte. Et moi ça me fait penser justement à l'exemple que je t'ai dit la dernière fois, c'est l'exemple de Madonna. Ce truc de je me rappelle plus du tout c'est qui lui avait menacé de dire oui tu fais un truc et sinon je diffuse toutes tes photos porno. Elle l'a fait elle-même. Moi je suis désolée mais moi c'est incroyable. Moi je trouve c'est un exemple parce que elle a changé la situation. Ah ouais, je suis la victime. Non. Là, à ce moment-là, t'es la victime tout seul. Parce que moi, en tout cas, moi, je suis OK avec ça. Ouais. Et OK, après, j'ai envie de te dire, personne non plus n'a, chacun ses choix. Chacun ses choix de faire. Elle l'a pas fait librement. C'était pas son choix de les publier pour simple plaisir. Et c'est une balle tirée vers elle, hein. On n'est pas en train de dire que du coup, c'est sans conséquence. Mais c'est reprendre, c'est d'avoir le pouvoir avant. Et du coup, typiquement, dans ces cas-là, on dit, waouh, elle est forte. En fait, c'est exactement ça la dynamique de la femme forte. Et encore une fois, ça n'est que de la protection pour rester en sécurité physique et émotionnelle. Et c'est exactement là-dessus, en général, qu'on se fait critiquer, qu'on se fait attaquer. Et c'est là où ça devient impossible d'exister en tant que femme, c'est parce que t'es en mode, soit je suis en insécurité perpétuelle, c'est juste pas tenable, personne n'est capable de faire ça, soit je suis constamment critiquée pour ce que je suis. Et ça peut être vraiment un dilemme d'une difficulté et d'une pesanteur extrême au quotidien. J'en ai connu des femmes qui, justement, face à ce dilemme, partent en hôpital psychiatrique, n'arrivent juste pas à subir ce truc-là. Parce qu'il faut être fort. En fait, je pense que si tu n'adoptes pas la femme forte, tu pètes un plomb. Ouais. Avec cette société, oui. C'est pareil, on parle souvent d'authenticité. Moi, un entretien d'embauche, il n'y a pas très longtemps, un homme me regarde et me dit « Vous avez quelques protections, vous montrez pas tout d'un coup ?» Et dans ma tête, j'ai envie de dire « J'ai pas le choix. » Bah oui. J'ai pas le choix, je suis bien obligée. Évidemment qu'il y a aussi plein d'hommes qui font ça, mais c'est de la pudeur. C'est pas de la sécurité. Ou pas systématiquement. Mais moi, c'est par sécurité. Si je suis trop sympathique avec cet entretien d'embauche d'un homme que je ne connais pas, est-ce qu'il pourrait l'interpréter comme une invitation à quelque chose? Ou bien sinon, il va te prendre pour une débile. Ou il va me prendre pour une débile alors que j'essaie d'avoir un emploi important. Parce que pareil, moi, je rentre dans une pièce avec un homme, dans ma tête, j'ai la conscience qu'il faut que je prouve que je suis pas bête pour une femme. Tout le temps, la conscience qu'il faut que je prouve que j'ai ma place. Et ça, c'est le cas de toute minorité. C'est le besoin perpétuel de prouver qu'on a notre place. Et je voulais rebondir là-dessus. Je viens d'y penser. Pour les gens qui se posent la question, c'est pas de se mettre en victime non plus. Le fait d'agir comme ça. C'est d'éviter d'être victime. Et puis parce qu'on a le droit à rien. Dans le sens que un jour, adolescente, j'ai une longue conversation avec ma mère et je me souviens de lui avoir dit, en fait, pour que je sois heureuse, faudrait que je sois un objet. Là, la société me ficherait la paix. Si j'avais pas mes propres émotions, si j'avais pas des fois besoin de pleurer, des fois besoin de rire, des fois, on va le dire, péter, rôter, juste être humain, être en vie tout simplement,
avec tout ce que ça inclut d'exister, d'avoir des jours off, des jours avec, des jours sans, des émotions, des être idées. Humain, après tout. Non, mais des idées, tout simplement. Genre, avoir ton propre opinion sur les choses. Si j'avais pas tout ça, qui n'est pas dissociable du fait d'être un être vivant humain, et ben là, je crois que je plairais bien à la société. Si je pouvais être un joli objet de décoration. Là, je pense que je plairais à la société. Ma vie serait misérable, et la vie des gens qui m'entendent serait misérable. Mais la société serait hyper OK avec moi. Et c'est là où il y a ce stéréotype parfois de la femme parfaite. C'est les femmes qui, leur carrure, c'est de devenir exactement tout ce que la société demande. Là-dessus, j'ai un exemple à qui ça peut parler, de Brie Van de Kamp, dans Desperate Housewives, qui se plie à être la femme parfaite. Elle ne l'est pas, parce qu'elle est humaine. Bon, elle tue des gens, mais non, mais si vous connaissez la série, ça va vous parler. Elle est la femme parfaite. Là où au contraire, Lynette, une de ses voisines, est la femme rentre dedans, forte. Elle va être un peu à l'encontre de ce qu'on attend d'elle tout le temps, justement parce qu'elle se plie pas à ce que la société demande. Donc elle est de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est un peu les deux pôles extrêmes. Et il y a plein de nuances au milieu de tout ça. C'est qu'ils rejettent ce que la société attend de la femme et ce qu'ils l'adoptent pleinement. Et c'est là où le sexisme internalisé rentre en jeu. Ouais. C'est que soit on est en train de se battre avec notre propre sexisme, soit on l'a tellement bien internalisé qu'on essaye de devenir exactement ce qu'on demande de nous. Et c'est en général là que les femmes peuvent être aussi dangereuses pour d'autres femmes. Une femme gynéco, j'ai peur. Plus qu'un homme gynéco. Parce qu'elles ont tendance, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, je reconnais 1000 histoires comme ça, qu'elles ne tolèrent pas que tu dises que t'es mal. Qu'elles ne tolèrent j'ai entendu des histoires comme ça. Qu'elles ne tolèrent pas en fait des signes qu'elles reconnaîtraient comme de la faiblesse féminine. Là où du coup un gynéco-homme, s'il est pas complètement débile, sait qu'il ne sait pas ce que ça fait, donc il est un peu plus attentif. Mais ça peut être dur. Des femmes gynéco, si elles sont, moi je sais ce que ça fait, ça me fait pas mal, donc tais-toi. Ouais. Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, parce que du coup elles repoussent toute autre forme que la femme parfaite, qui se plaint pas, qui dit rien, qui machin. Enfin, elle essaie aussi de mettre tout le monde dans son panier à elle, en quelque sorte. Ah oui, la femme absolument parfaite veut que toutes les femmes soient comme ça. Et c'est aussi comme ça, en fait, qu'on a des femmes, en fait, qui sont contre tout ce qui est avortement, etc., parce que comme ça rentre pas dans, justement, la femme parfaite qui accepte la maternité avec grand plaisir. À n'importe quel moment de la vie. Pour elle, c'est pas normal, et du coup, elle va affliger ça à tout le monde. Et il y a un discours, j'ai trouvé ça super bon, un discours que j'ai vu sur Insta, donc je suis désolée, je n'ai aucune idée d'où ça sort, etc. Mais c'est une dame qui fait j'entends que vous n'adhérez pas au fait d'avorter, mais en fait, le combat pour pouvoir avoir accès à l'IVG, c'est pas de tuer tous les enfants, c'est pas de tuer enfin, c'est pas de mettre un terme à toute naissance. Non. C'est juste d'avoir le choix. Ouais. De toute façon, la lutte féministe, c'est la lutte du choix. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas. C'est pas une lutte de pouvoir. Ni d'inégalité. C'est une lutte pour le choix. Avoir le choix autant que les hommes. D'avoir un enfant ou pas. Oui. De s'habiller comme on veut. De vivre, en fait, et d'avoir les émotions comme on le souhaite. Et l'autre chose que je voudrais rajouter avant de passer à la suite, entre guillemets, ce serait la société patriarcale enferme autant les femmes et les hommes. Les hommes sont autant enfermés dans des stéréotypes que les femmes. Parce que forcément, les stéréotypes qu'on donne aux femmes, ça doit être des choses que les hommes n'ont pas. Et du coup, on se retrouve dans un endroit où tout le monde gagnerait à ce qu'on se libère de ça. C'est un cercle vicieux, tout ça. Cette croyance que les hommes perdraient si les femmes étaient libres est tellement erronée. Tellement erronée, parce que les hommes aussi, vous avez des émotions complexes, que vous avez le droit d'avoir besoin d'explorer, d'exprimer, de ressentir, et qu'on vous donne pas cet espace-là. Vous non plus. Et c'est qu'un exemple, évidemment, mais c'est pour dire, ça enferme exactement de la même façon tout le monde. Et c'est pour ça que je dis que le film Barbie, si vraiment vous l'avez pas vu, mais allez le regarder, je vous en supplie, parce que ça montre
tellement ça, ce besoin que les hommes et les femmes doivent être égaux, qu'ils doivent pouvoir s'écouter et s'entraider. Et si vous avez vu le film et que vous avez eu l'idée que c'était sympa ou c'est les femmes qui renversent le pouvoir, vous n'avez pas vu le film. Vous avez mal compris le film. Enfin, vous avez vu, mais vous n'avez pas regardé. Et vous n'avez pas écouté, vous avez entendu. Alors, retracez-le avec quelques petites idées en tête comme ça, de regarder vraiment de quoi ça parle. Et si besoin, appuyez-vous sur des gens qui en ont fait des analyses. Mais le rôle de chaque citoyen, je le répéterai jamais assez, c'est de savoir où est-ce qu'on se place dans la société. Quel est mon niveau de privilège? Je suis née riche, pauvre, blanc, de couleur, queer, pas queer, j'en passe et des meilleurs. Donc une fois qu'on a conscience de où est-ce que la société nous a situés malgré nous, et ben maintenant, c'est qu'est-ce que je me dois de faire pour au moins ne pas continuer à oppresser et surtout, créer le mouvement inverse à l'oppression. On en parlait de la bouteille qui tombe de la table. L'oppression, c'est une main qui vient faire tomber la table. La bouteille de la table. On a 3 choix en tant que personne extérieure à cette situation. Soit on oppresse, donc on pousse la bouteille. Soit on fait rien, mais du coup la bouteille tombe de la table, l'oppression continue d'avoir lieu. Soit on fait le mouvement inverse et on aide à ce que l'oppression s'arrête. On ne peut pas se reposer sur le fait de rien faire. On peut certainement pas être oppresseur, ça c'est vraiment pas ok, mais on ne peut pas non plus se reposer sur c'est pas ma lutte. Ouais. Parce que sinon la bouteille tombe. Ça ne va pas se régler si personne ne va à l'encontre. Tout ça pour parler justement de comment la femme forte s'est construite. Et maintenant je vous propose justement de finir cette partie 1 ici et de se retrouver dans la partie 2 où justement on va parler de faire des contraintes, de ce que ça fait d'être une femme forte et justement comment s'en défaire pour passer de la femme forte à la femme libre. Donc voilà, donc c'est la fin de la première partie. Restez connectés pour la partie 2 prochainement. Je tiens à remercier le studio Oko pour nous avoir prêté les lieux, c'est très gentil. Et en plus c'est très beau, voilà, faut préciser. Je tiens à remercier également Fabien qui est à la cam. Je vais mettre son Insta affiché et pour le podcast du coup c'est Vienne Vidéaste, son Instagram. Et pour Lille, son Instagram c'est Lille Stringari, LYLSTRINGARI. En ce qui me concerne moi, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux, que ce soit Instagram, TikTok, également sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube, aussi Talks. Voilà, on se retrouve là dans la partie 2 la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Mouah.